Faut-il interdire ChatGPT? Comment sommes-nous manipulés par les réseaux sociaux? En quoi consiste le travail d'un éthicien de la technologie? J'ai eu la chance de poser ces questions et bien d'autres à Louis de Diesbach. Après un master en école de commerce, il a travaillé dans le conseil, tout en faisant en parallèle un master en éthique et philosophie axé sur la technologie. Il a également écrit 2 livres, Liker sa servitude, dans lequel il se demande pourquoi est-ce que nous acceptons de nous soumettre au numérique, et Bonjour ChatGPT, qui vient de sortir, dans lequel il explore comment l'intelligence artificielle change notre rapport aux autres. Bienvenue dans cette conversation avec Louis de Diesbach. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Louis, et bienvenue sur le podcast. Salut, tu vas bien? Au top. Du coup, pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu nous dises un petit peu finalement en quoi consiste ton travail. Quel est le travail en fait d'un éthicien de l'IA? Alors c'est une bonne question, et c'est une question que j'ai souvent parce que tu vois, moi je travaille pour le Boston Consulting Group, qui est donc un gros cabinet de conseil en stratégie. Et donc pour moi c'est important de faire un peu la distinction. Donc il y a le travail que je fais au BCG, et puis il y a mon travail, je dirais, d'éthicien de la technologie. Et c'est en fait deux choses un peu séparées. Moi au BCG, je suis consultant en stratégie classique, je suis sur un track assez généraliste. Alors évidemment, je m'intéresse aux questions de la tech, et BCG est vraiment leader dans le domaine, donc c'est entre autres pour ça que je les ai rejoints. Mais chez BCG, je suis pas éthicien, enfin j'ai pas été engagé en tant qu'éthicien de la technologie. Après, j'ai toujours un œil critique sur les projets tech qu'on livre et sur les conseils qu'on peut donner, et les recommandations qu'on donne à nos clients, parce que évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement important. Néanmoins, c'est pas pour ça que j'ai été engagé. C'est juste que à côté de ça, moi j'ai toujours été passionné par l'écriture, j'ai toujours été passionné par la philosophie, et donc en fait c'est je dirais voilà, chez BCG, il y en a le week-end, ils font des marathons. Moi, le week-end, j'écris de la philosophie. On va dire ça, c'est un peu, Hmm. c'est un peu bête dit comme ça, mais en fait, c'est un peu ça le principe. Et, Mhm. et donc vraiment, ce sont deux choses séparées. Après, pour le moment, est en train de naître, mais je trouve que c'est encore, à mon sens, c'est toujours un peu trop lent. Mais voilà, est en train de naître le métier d'éthicien de la technologie, ou d'éthicien de l'IA, même peut-être un peu trop de l'IA et pas assez de la tech, mais bon, ça, c'est voilà, Hmm. un autre débat. Et donc voilà, pour moi, le rôle de l'éthicien, c'est justement de venir poser des questions. C'est pas forcément, ce n'est pas à l'éthicien dans une entreprise de dire ça c'est la bonne chose à faire, ça c'est la mauvaise chose à faire. C'est plutôt d'apporter un cadre, d'apporter des processus, d'apporter une certaine rigueur, et de venir poser les questions qui parfois peuvent un peu déplaire, et dire attendez, mais est-ce qu'on est certain qu'on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Qu'est-ce qu'on entend par tel ou tel terme? euh, Hmm. et donc voilà, pour moi, c'est un rôle qui du coup va au-delà de ce qu'on pourrait appeler la compliance, tu vois, juste de la mise en conformité, notamment dans les banques ou dans le secteur pharmaceutique. C'est au-delà de juste on respecte la loi, c'est est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on a envie de faire et le rôle que nous avons envie d'avoir en tant qu'entreprise. Hmm. Ok. Et ce qui est compliqué aussi en éthique, en philosophie morale, c'est qu'il y a du coup pas mal de différentes philosophies morales finalement. Et du coup, est-ce que par exemple un éthicien qui, comme toi par exemple, n'aime pas particulièrement l'utilitarisme, mais plutôt déontologiste, est-ce qu'il pourrait avoir des positions différentes d'un éthicien du coup qui se revendique d'une autre théorie morale par exemple? C'est une bonne question. Moi, j'ose espérer que oui, parce que je pars du principe qu'en entreprise, ça reste une démocratie, et donc que tu as le droit d'amener certains avis. Après, pour moi, il faut bien faire la différence entre l'éthicien en tant qu'éthicien et l'éthicien en tant que personne. Je pense que si demain, tu vois, j'ai mon rôle d'éthicien dans une entreprise et qu'on m'explique que la, le cadre, on va dire, philosophique qui est plutôt suivi, c'est celui de l'utilitarisme, en tant qu'éthicien, c'est le cadre dans lequel je vais devoir m'intégrer et dire, bon, bah voilà, Hmm. l'entreprise, tels sont les choix, telles sont les valeurs de l'entreprise, voilà ce qu'on décide de faire pour telle raison. Après, à côté de ça, je peux dire aussi, lorsqu'on me demande mon avis, ah bah tiens, moi je ferais pas comme ça, moi je pense qu'il faudrait plutôt faire. Mais voilà, je pense qu'il faut faire un peu la différence entre l'éthicien en tant qu'éthicien et l'éthicien en tant que personne. Mais le Mhm. travail de l'éthicien, de toute façon, c'est pas forcément de donner son avis, et je dirais même que c'est son travail de ne pas donner son avis, parce que de par sa position d'éthicien, il y a aussi un peu un biais, tu vois, une sorte d'argument d'autorité, de dire voilà, Hmm. moi je suis l'éthicien, je dis qu'il faut pas faire ça, ou je dis qu'il faut faire ça. En fait, potentiellement, il va énormément biaiser les décisions qui vont être prises au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un problème aussi. Donc voilà, moi, je serais plutôt à dire,
que c'est le rôle de l'éthicien de venir poser des questions. Et c'est voilà, après, c'est à un moment, mais un peu plus loin dans le processus, tu vois. On lui demande son avis, qu'il ou elle n'hésite pas à le donner, mais en tant qu'éthicien ou en tant qu'éthicienne, l'objectif reste pour moi de prendre un peu une posture de recul, une posture basse, et de laisser au contraire les gens échanger, mais de leur apporter ce cadre-là pour que la réflexion soit toujours riche, pour que l'échange soit toujours orienté dans le cadre de l'entreprise et de la société. Et du coup, pour donner un exemple concret, par exemple, si, je sais pas moi, par exemple, OpenAI qui crée ChatGPT venait vers un éthicien et lui disait ah donc comment quel est finalement qu'est-ce que tu pourrais nous dire à quelque part sur ce produit. Lui il pourrait dire bah finalement telle théorie morale dit ça là-dessus, tel autre dit ça, etc. Finalement le point de vue des gens qui ont fait de la philosophie, de la morale et de l'éthique avant lui finalement, plutôt que de prendre lui-même son propre opinion, quoi. Tout à fait, ou bien même de le faire en amont et de dire, écoutez, moi, le framework, le cadre que j'utilise, c'est celui-là, et selon mon framework, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est ça qui va pas, ça qui est bien, ça qui est moins bien, etc. Donc, tu as une Ouais. première chose. Ou alors, vraiment, de dire, bah, écoutez, si vous me recrutez en tant qu'éthicien, on va ensemble définir quel est le cadre d'OpenAI, quelles sont les valeurs qui sont mises en place, qu'est-ce qui est le bien, en fait, pour OpenAI. Ensuite, à l'éthicien ou à l'éthicienne de décider si ça lui va ou non, et ensuite de définir quels sont les différents processus qui vont être amenés pour respecter ce cadre-là qui aura été défini plus tôt. Et puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, du coup, ce travail d'éthicien, il se fait en amont du développement du produit, finalement. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. C'est l'ethics by design, c'est censé être fait en amont, c'est censé être fait avant. Après, voilà, comme souvent, il y a la théorie et la pratique. Parfois, t'arrives un peu avec un rôle plus de firefighter, quoi. Il y a le feu et il faut combattre un peu ça en mode en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on a fait c'était pas du tout bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et donc là, il y a plein de choses, notamment, tu vois, des processus de suivi des données, des processus de suivi des données d'entraînement. De voilà, sur quoi est-ce que c'est entraîné, pourquoi, comment, que dit l'algorithme, est-ce qu'on a des cas qui vont pas, la mise en place de lignes de lanceurs d'alerte entre guillemets, ou de lignes qui disent ah bah tiens voilà, telle ou telle chose a été détectée, est-ce que ça va pas, comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement rectifier le tir si nécessaire, ou justifier le tir si en revanche on pense que ça a du sens. Et puis après ça peut toujours aussi aller beaucoup plus loin, c'est quelle est aujourd'hui la consommation en eau, en électricité de l'entraînement de nos modèles, quel est l'impact que ça a, sur quel marché est-ce qu'on les met à disposition, comment est-ce qu'on les met à disposition. Tu vois, moi c'est une chose que je reproche entre guillemets beaucoup à OpenAI, c'est d'avoir mis sur le marché ChatGPT version 3.5 à l'époque, extrêmement puissant comme outil, on peut faire énormément de choses avec, et ça a été mis à disposition de tout le monde de façon complètement gratuite, sans la moindre formation, sans la moindre mise en garde, juste voilà. Même si, allez, de façon même, ça aurait été le minimum, tu vois, mais les gens s'inscrivent, pour s'inscrire, ils doivent regarder une petite vidéo de 5, 10 minutes, j'en sais rien, et puis après il y a 3 questions à choix multiples pour bien vérifier que tu as regardé la vidéo. Tu vois, et juste parfois, tu vois, quand j'entends les gens qui me disent, non, mais ChatGPT dit des choses vraies, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est pas le but même de ChatGPT. C'est pas de dire des choses vraies. Donc, tu vois, un peu toutes ces choses-là où je pense qu'il y aurait eu énormément de travail à faire. Non, si jamais, en tout cas, selon moi, si jamais tu avais eu un éthicien ou une éthicienne dans l'équipe, tu peux espérer que cette personne aurait prévenu en mode, là, peut-être mieux faire. Donc, le cas d'OpenAI peut sembler isolé, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup. Et un point de vue qu'on entend de plus en plus, notamment en France, c'est une position finalement qui consiste à dire que la France ou l'Europe ne devrait finalement pas imposer trop d'éthique dans l'intelligence artificielle ou dans la technologie de façon plus générale, parce que sinon on risque de se faire dépasser par les autres, notamment lorsque le gouvernement français du coup a mis en place un comité d'experts sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois. Bruno Le Maire, qui était du coup ministre de l'économie, il avait dit qu'on avait laissé passer comme ça la révolution numérique, qu'on s'était focalisé sur la régulation en négligeant finalement la conquête technologique, puis qu'on peut vraiment pas se permettre de laisser passer cette deuxième chance avec la vague de l'IA qui arrive maintenant.
Et on entend même, par exemple, le plus caricatural, c'est Laurent Alexandre, hein, qui dit que si on crée des IA éthiques, on apprendra bientôt le mandarin à l'école et la France sera le Zimbabwe de 2074. Donc voilà. Euh, Alors, Qu'est-ce que tu Laurent penses de ça? Alexandre a évidemment des positions qui n'engagent que lui, et même si je l'apprécie beaucoup en tant que personne, c'est quelqu'un d'assez marrant en fait et d'assez sympa quand il vous aime bien. Je connais des exemples de gens qui ne l'aiment pas, etc. Après, Parce que voilà, toi, tu je as eu suis en l'occasion opposition. de débattre en présentiel avec lui, c'est J'ai eu juste? l'occasion exactement de débattre plusieurs fois en présentiel avec lui, et donc voilà, j'ai quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Je pense que voilà, toutes les personnes qui font de la recherche, j'ai beaucoup d'estime. En revanche, il a des axiomes de base avec lesquels je suis pas d'accord, et évidemment des positions qui, selon moi en tout cas, sont philosophiquement intenables. Sa position, la mienne, voilà, c'est parfois compliqué, mais je trouve que c'est bien, soit dit en passant. Tu vois qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec moi et que moi je sois pas d'accord avec. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas une sorte de pensée unique, tu vois. Donc Hmm. ça c'est une bonne chose. Après, pour revenir sur la question, tu vois, de la régulation, de l'innovation, moi quelque chose que je dis souvent, c'est je pense que c'est une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça veut dire innover. Innover, ça veut dire créer sous contrainte. Ça veut dire faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et donc c'est être capable de dépasser certaines contraintes. Je reste persuadé, mais de nouveau, c'est un avis qui n'engage que moi, qu'il y a certaines contraintes qu'il ne faut pas dépasser, et notamment une de ces contraintes, ce sont les droits fondamentaux et les droits humains. Euh, L'Europe, avec les AI Act notamment, rajoute une contrainte qui est de dire, ok, il y a certains droits fondamentaux que ce serait quand même bien qu'on respecte, et auxquels on doit faire extrêmement attention. En tant que citoyen européen et en tant que papa de 2 jeunes enfants, je trouve ça merveilleux que l'Union européenne rajoute des régulations pour qu'on protège les droits fondamentaux. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et si jamais les entrepreneurs de génie râlent, ben j'ai envie de leur dire, en fait, vous êtes peut-être finalement, et c'est un peu provocateur de ma part, je le sais, mais en fait, finalement, vous êtes peut-être pas si géniaux que ça. Si jamais vous êtes incapable de créer une IA qui soit géniale et qui respecte les droits humains. Si jamais vous n'êtes que capable de créer une IA qui est géniale en bafouant les droits humains, en fait, finalement, vous êtes peut-être pas vraiment des entrepreneurs de génie. Vous êtes un peu des escrocs. Je caricature un peu et c'est volontairement provoquant, mais donc voilà, c'est quoi? Ok, on vous met une limite à l'innovation, une limite qui est quand même, je pense, extrêmement importante, et du coup vous vous cabrez. Bah non, c'est qu'effectivement c'est compliqué. Après, naturellement, il y a la question, et ça, il y a d'autres spécialistes, je pense à David Colomb ou à Asma Mala qui sont bien meilleurs pour parler de ça que moi, qui est de la question plus, pour reprendre le terme d'Asma, de technopolitique. Et donc de quels sont les enjeux qui nous lient aux États-Unis et à la Chine, notamment à la Russie, un peu à la Corée du Nord, etc., même à l'Inde sur certains sujets. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cette question de la souveraineté, etc., dans cet environnement? Et donc là, voilà, là, je pense qu'il y a effectivement énormément de questions à se poser. Je suis pas spécialiste de ça, donc c'est difficile pour moi vraiment de donner une réponse. Néanmoins, je trouve difficile de penser qu'on ne peut pas à la fois trouver un équilibre technopolitique, pour reprendre ce que dit Asma, et en même temps être capable de protéger nos valeurs. Mais voilà, c'est peut-être un avis. Certains diront peut-être que c'est très naïf. En tout cas, moi, je trouve que c'est important. Et après, je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point, grâce à ces régulations, on protège en fait pas que les citoyens européens, mais énormément de citoyens dans le monde. Je me souviens, il y avait un très chouette article du MIT Technology Review, donc du MIT aux États-Unis, et qui disait en fait, grâce à l'Union européenne, tous les utilisateurs des réseaux sociaux sont protégés. Et il parlait notamment du GDPR et de l'arrivée du combo DSA-DMA. J'aimerais bien que plus de gens soient un peu conscients de ça, de se dire, bah, ok, il y a un rôle qui doit être un peu pénible et pas toujours marrant, qui est celui d'arbitre, qui doit être pris. C'est l'Union européenne qui l'a pris, entre guillemets, de rien. Donc voilà, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, peut-être pour terminer sur, et notamment le cas de la France, c'est un cas qui est important. Hein, il y a énormément de scientifiques qui travaillent chez Meta, je pense à Yann Lequin, mais chez Google, chez Amazon, chez Apple, etc., qui sont français, qui ont fait leurs études en France et qui ensuite s'expatrient. Pourquoi? Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Yann Lequin donne l'exemple dans son livre. Tu vois, il a sorti un bouquin qui s'appelle Quand la machine apprend. Il est sorti chez Odile Jacob. Et il dit, c'est quand même fou. Si jamais tu fais ton doctorat aux États-Unis, tu termines ton doctorat, tu as accès à un laboratoire, tu bosses avec des entreprises, tu as un salaire annuel à au moins 6 chiffres, et tu peux superviser des doctorants. En France, tu termines ta thèse, tu travailles pas avec des labos, tu travailles pas avec des entreprises, tu sûrement pas un salaire à 6 chiffres, et tu peux pas superviser des doctorants parce que tu dois attendre d'être habilité à la recherche, etc. T'es jeune chercheur en France, il y a une boîte américaine qui vient te chercher, je comprends complètement que les gens disent oui. Et donc quand aujourd'hui j'entends qu'on sabre dans les budgets notamment de la recherche et de l'enseignement,
on peut pas faire ça d'un côté et après dire c'est quand même vraiment embêtant, nos chercheurs ils partent aux États-Unis. Oui, à un moment, il faut aussi être capable d'avoir le courage de se poser les bonnes questions et de se poser la question de pourquoi est-ce que ces gens s'en vont. Et oui, si tu sais, on peut être très naïf comme on veut de ça, comme tu le rappelais, hein, j'ai fait la philo, mais avant ça, j'ai quand même fait une école de commerce, et moi non plus, je travaillerai pas gratuitement. Donc voilà, effectivement, si tu me proposes de doubler mon salaire, si je vais faire toujours un truc que j'adore, peut-être même plus intéressant à l'autre bout du monde, il y a des gens qui disent non, je veux rester en France, en Belgique, en Suisse. Il y a des gens qui vont te dire non, oui, ok, je vais partir à New York, je vais partir à San Francisco, et ça va être plus passionnant. Donc je comprends tout à fait ces choix-là, et je pense que c'est aux politiques d'être capable d'apporter une réponse à ça. Et dire il faut arrêter de réguler, ça va être ça la réponse, je pense que c'est complètement se tromper de combat. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et souvent, justement, on entend que la technologie en elle-même est neutre. Finalement, ça serait juste un outil qu'avec un couteau, on peut à la fois faire des super potages, mais en coupant des carottes ou bien tuer des gens. Finalement, ça serait l'utilisateur qui importe. Qu'est-ce que tu penses de cette vision de la technologie ? Je pense que c'est du pipeau. Je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est très facile de se dédouaner en fait de toute responsabilité. Et tu vois, moi, ça me fait penser au slogan de la NRA, tu vois, aux États-Unis, donc la National Rifle Association. Donc c'est en gros le lobby des armes aux États-Unis. Et ils ont un slogan qui est Guns don't kill people, people kill people. Donc ce sont pas les fusils qui tuent les gens, c'est les gens qui tuent des gens. Et d'un certain côté, tu pourrais dire ah ouais, c'est vrai, effectivement. Enfin, tu vois, on voit quand même rarement un semi-automatique commencer à tirer tout seul. Alors après, il y a toute la question des drones, etc., mais c'est pas la question ici. Mais donc, effectivement, c'est bien les gens qui tirent. D'un autre côté, il y aurait juste pas de flingue. Je peux te garantir que people don't kill people, tu vois. Et que c'est quand même plus facile avec un semi-automatique dans un collège que d'y aller à coups de couteau. Et donc, je pense qu'il y a du vrai dans le sens où effectivement il faut, et je pense que c'est très important, de conscientiser les gens à l'usage des réseaux sociaux. Je pense que c'est important de conscientiser les gens à l'usage des chatbots, de l'IA, de quel est le rapport que tu vas avoir, etc., etc. D'un autre côté, il y a, et ça je me réfère notamment aux travaux d'Antoine Trouvroy et de Thomas Berns, qui ont écrit un article très très repris en 2013, Gouvernementalité algorithmique, qui disent que toute technologie est toujours porteuse de la conception de la vision du monde de ses concepteurs. Donc toute technologie est toujours porteuse de la vision du monde de ses concepteurs, et c'est très très fort le cas, notamment avec des Facebook, avec des Google, etc. Et donc typiquement Google, leur vision c'est de rendre tout accessible et d'amasser un maximum voilà d'attention, et donc avec ça de pouvoir la monétiser. C'est certain que quand tu fais des recherches, évidemment on enregistre tout. Peut-être l'exemple le plus paradigmatique, c'est même encore plus Facebook. Facebook, leur vision c'est vraiment, on est en plein dans l'économie de l'attention, c'est d'avoir les gens qui sont connectés un maximum de temps. En fait, ils créent un outil qui t'empêche presque d'aller voir ailleurs. On a vu, tu vois, toutes les questions d'addiction, etc., tous les phénomènes technologiques qui sont mis en place, le scroll infini, etc., etc. La technique est porteuse de cette conception du monde qui est que on aimerait bien que vous restiez un maximum de temps. Et donc dire après aux gens, non, mais vous savez, vous aviez qu'à quitter Facebook. Moi, je trouve que c'est très culpabilisateur envers les gens. C'est-à-dire, voilà, si jamais je suis accro à Facebook, c'est juste parce que je suis une mauvaise personne, je suis incapable de me détacher, etc. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a aussi des algorithmes qui sont tellement bien foutus, des outils qui sont tellement bien faits, que en fait, ça devient extrêmement difficile aussi de s'en extraire. Et je pense qu'il faut le rappeler. Et disons, au-delà de chaque technologie prise séparément, comme l'algorithme de recommandation de Facebook, les fusils de telle compagnie, etc., est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'en revanche, le paradigme de la technologie en elle-même, ce qui pourrait comprendre autant justement les fusils que les algorithmes, etc., etc., là on est sur quelque chose de relativement neutre, dans le sens où j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on pourrait voir comme donnant du pouvoir à l'humanité, la technologie pour modifier son environnement, pour toutes ces choses. Et finalement, ce pouvoir, on peut le choisir de l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Et ce pouvoir, où on va l'orienter, dépend
prioritairement du paradigme du coup socio-économique dans lequel on est, sociopolitique peut-être, dans lequel on est inscrit, et justement de quelle boîte, quel individu va développer quelle technique, etc., etc. Mais finalement, le paradigme de la tech en lui-même, est-ce que lui, il est aussi pas neutre? C'est une bonne question. En fait, j'aime pas l'idée de mettre le paradigme de la tech, genre donc tu vois dans une sorte de une boîte, c'est un truc, c'est homogène, c'est le paradigme de la tech, c'est comme ça. Je pense qu'il y a il y a pratiquement autant de techniques qu'il y a d'innovation, et je pense que il faut être capable de faire un peu la différence avec ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a de la technologie qui est utilisée for the common good, et pour l'amélioration même au sens large de l'humanité, tu vois. Mais on peut prendre l'exemple des vaccins, tu vois. Je veux dire, c'est quelque chose de super. La radio, c'est quelque chose de super. Même aujourd'hui, on sait que les IA sont bien meilleurs que les médecins pour détecter notamment des cancers ou des malformations, etc. sur des radios. Je pense que c'est merveilleux. Je serais très heureux que demain, si jamais je dois faire une radio, le médecin soit augmenté à l'aide de l'IA. Tu vois, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Néanmoins, je n'aime pas, en fait, j'aime pas l'idée de dire la technique. As a whole, je trouve que c'est compliqué. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut penser avec la technique dans son général. Je pense que voilà, il y a une éthique de la technique au sens large qui est intéressante, mais dire la technique, le paradigme technicien est neutre, je pense que c'est compliqué comme question. C'est plus pertinent finalement de regarder chaque technique individuellement et de voir. Peut-être pas chaque technique, mais je pense qu'effectivement t'as une sorte de niveau un petit peu entre les deux, tu vois. Mais mettre par exemple sur le même pied d'égalité les réseaux sociaux et la radiologie, ouais, ok, c'est deux technologies, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a plus de choses qui les séparent que de choses qui les rassemblent. D'accord. Donc, du coup, de prendre des conclusions philosophiques ou politiques basées sur ça, je me demande si c'est pas en quelque sorte aussi être capable de déresponsabiliser une partie de la technologie. Donc voilà. Et du coup, tu as récemment sorti un tout nouveau livre, Bonjour ChatGPT, qui est disponible dans toutes les librairies, sur tous les sites internet possibles et imaginables. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et merci. Du coup, à l'intérieur, tu dis notamment certains individus préféreraient aujourd'hui un futur dans lequel nous échangerons plus avec des robots qu'avec des êtres de chair et d'os, ce qui est naturellement une mauvaise et terrifiante direction. Tu dis aussi que entamer une relation finalement affective, amicale, voire amoureuse avec un robot ne doit en rien être vu comme un progrès quelconque. Il s'agit d'une régression dans notre civilisation, un recul dans notre humanité. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et notamment, du coup, est-ce que tu considérerais pas que, imaginons par exemple une personne âgée qui discuterait avec un robot mignon plusieurs fois dans la journée, qui lui permettrait de se sentir moins seul, peut-être qui lui rappellerait de prendre ses médicaments, qui contacterait l'ambulance en cas de chute, ou bien quelqu'un qui fait un travail pénible toute la journée en usine, qui arriverait le soir fatigué dans son appartement, est-ce que ce serait vraiment une mauvaise chose qu'il échange avec une IA girlfriend qui est attentionnée envers lui pour se décharger l'esprit, etc. Parce que finalement, c'est vraiment une mauvaise chose. Pourquoi est-ce que tu considères que c'est une mauvaise chose? En fait, je pars du principe que c'est une réponse, mais aux mauvaises questions. Et donc, typiquement, on peut reprendre là le dernier exemple que tu as donné. Ok, c'est une personne qui travaille en usine et donc qui le soir a juste besoin de déconnecter. Et donc, on se pose la question, tiens, est-ce que c'est une mauvaise chose que du coup cette personne parle à une intelligence artificielle? En fait, pour moi, c'est une très mauvaise question. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à des points où des gens vont travailler pendant je sais pas combien d'heures dans une usine, et la première chose qu'ils aimeraient faire ou elles aimeraient faire quand ils ou elles rentrent chez eux, c'est parler avec une machine. Donc je pense qu'en fait c'est ça la vraie question. La vraie question c'est pas du tout de savoir est-ce que c'est une bonne chose qu'on parle avec la machine ou pas. D'un certain côté en fait c'est pas si grave. La vraie question, pour moi le truc c'est qu'en faisant ça en fait on s'éloigne des vraies questions. On va se dire limite c'est pas grave que cette personne s'exténue pendant plusieurs heures dans une usine. De toute façon après quand cette personne rentre chez elle, en fait elle peut parler avec une machine ou avec un robot. Donc en fait finalement ça va. Alors qu'en fait derrière ça en usine il y a potentiellement un travail aliénant, déshumanisant. Et qui lui aussi est je dirais une mauvaise direction en tout cas pour notre humanité. Pareil pour les personnes âgées. Personnes âgées, ok, très bien, mettons il y a pas assez de personnes pour s'occuper d'elles dans les homes ou dans les EHPAD, on le sait, et du coup on dit voilà, il vaut mieux qu'il y ait personne ou il vaut mieux qu'il y ait un robot.
Mais c'est pas du tout la bonne question. La vraie question, c'est comment est-ce que ça se fait qu'il y ait personne? Comment est-ce qu'on fait pour revaloriser notamment toute cette économie qu'on appelle l'économie du care, qui est d'ailleurs souvent endossée par des femmes, qui est de dire mais voilà, comment est-ce que ça se fait que les métiers d'infirmier, surtout d'infirmière, par exemple, soient souvent endossés par des femmes et soient si peu reconnus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement plus de personnes aient envie de suivre ces carrières-là, pour qu'effectivement il y ait ensuite des gens qui s'occupent de nos aînés? Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour que nous-mêmes, dans notre relation à la personne plus âgée, on se dise, en fait, je vais aller le voir ou je vais aller la voir, au lieu de abandonner nos aînés dans des homes parce qu'on a sûrement quelque chose de mieux à faire. Donc de nouveau, la question de est-ce que c'est pas bien que les personnes âgées puissent discuter qu'un petit robot? Pourquoi pas? Après, je ferais quand même une grosse différence entre, tu vois, genre une montre connectée qui prévient d'une chute et un petit phoque, le petit phoque paro, très mignon, avec lequel les personnes âgées peuvent échanger. Pour moi, voilà, il y en a une qui implique une sorte de relation, avec des grands guillemets, avec le phoque. La montre connectée, si tu fais une chute, pour moi, c'est une autre type de technologie, et ça c'est très bien. Donc, en fait, je veux juste être certain qu'on se pose les bonnes questions et qu'on n'utilise pas une technologie ou une innovation technologique pour esquiver ou pour éviter le fait de répondre aux questions. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un peu le cœur du livre, c'est de se dire, mais pour moi, la question, c'est pas de savoir pourquoi tu t'adresses... Enfin, pardon, pour moi, la question n'est pas de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que l'être humain s'adresse à une machine, ou si c'est une bonne chose que l'être humain s'adresse à une machine. Pour moi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que cet être humain décide de plutôt interagir avec une machine plutôt qu'avec ses semblables. Et ça, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant comme question, même d'un point de vue philosophique et éthique. Oui, et puis je pense que les exemples dans le passé ou même dans le présent qu'on voit maintenant de justement paradigmes technologiques qui viennent comme un peu une sorte de pilule miracle pour nous empêcher de repenser plus en profondeur de la société, c'est vraiment monnaie courante, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est... Après, tu vois, j'essaie souvent dans mon livre, et je trouve que c'est un positionnement qui est pas toujours facile à avoir, surtout dans voilà, 21e siècle, on aime bien avoir des choses qui sont un peu clivantes, etc. Mais pour moi, j'essaie d'être ni technophobe, ni moralisateur. Et alors c'est pas toujours évident, mais de dire aux gens il faut pas faire comme ça sans être moralisateur. Mais voilà, je suis pas technophobe. Je veux juste qu'il y ait une certaine repensée, une nouvelle approche entre guillemets de la technologie, et d'être capable donc de se dire mais attends, tout n'est pas forcément mieux avec de la tech. Tu vois, ce qui veut pas dire que je suis technophobe. Je me dis juste attends, mais ça, c'est pas forcément mieux avec de la tech. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour repenser ça, pour réfléchir ça? Donc voilà, ça, c'est un peu, moi, l'approche que j'ai envie d'avoir, d'une part. Et puis, pas moralisateur, pour rappeler que je sais que c'est dur. Tu vois, je veux dire, moi-même aussi, de temps en temps, tu vois, dans le livre, à un moment, je parle d'un robot tondeuse chez mes beaux-parents. Je suis le premier à appeler ce robot tondeuse Bernard, en sachant très bien que voilà, je suis le premier quand je parle avec ChatGPT à commencer mes interactions par bonjour ChatGPT. Tu vois, je suis conscient quand même de l'absurdité de la chose, tu vois, d'écrire 150 pages sur un truc et puis ensuite de faire exactement ce que je dis qui n'a aucun sens. Donc voilà, pour moi c'est un peu cette approche de ni technophobe ni moralisateur. Alors tu me diras si ça s'est bien senti ou pas dans le livre, mais c'est un peu le truc que j'ai envie de présenter aussi, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu serais typiquement pour qu'on interdise, par exemple, les lovebots ou les deathbots, genre des IA qui vont reproduire, par exemple, le comportement d'une personne décédée à partir de l'ensemble des données qu'elle a laissées dans le monde numérique. On reprendrait ça pour entraîner un chatbot qui lui ressemble, ou même faire des avatars virtuels ou ce genre de choses. Lovebot, du coup, là, ça serait plus une IA avec laquelle on interagit, avec laquelle on pourrait avoir une relation amoureuse ou même plus simplement amicale. Est-ce que du coup tu dirais finalement c'est important effectivement qu'on repense la société, etc., comme tu l'as dit, mais si on le fait, ces outils peuvent malgré tout être pertinents, ou bien non, même si on repense la société, dans une société qui irait bien, je pense que ces choses ne seraient pas nécessaires, par exemple. Alors, deux éléments de réponse peut-être. D'abord, moi, philosophiquement, je me définis comme quelqu'un de profondément libéral. Donc, ça veut dire que selon moi, la caractéristique humaine qui doit primer, c'est la capacité d'autodétermination des individus. C'est Gilbert Rotois qui disait ça. Il disait que personne n'est mieux placé pour savoir ce qui est mieux pour quelqu'un que cette personne elle-même. On part du principe que la personne a toutes ses capacités mentales, etc., mais généralement, voilà, je pense que c'est très important. Néanmoins, cette capacité d'autodétermination,
elle requiert une certaine connaissance, une certaine éducation, un certain éclairement, un certain éclairage sur certains aspects. Et donc, pour moi, le rôle, notamment des gouvernements, c'est de pouvoir expliquer aux gens, bon bah voilà ce qui se passe quand vous êtes sur les réseaux sociaux, voilà ce qui se passe quand vous interagissez avec une IA, voilà ce qui se passe quand vous tombez amoureux d'une IA, enfin, voilà un peu toutes ces choses-là. Si après les gens te disent, bah, attendez, je comprends tout ce qui se passe, je comprends tout ce qu'on est en train de gagner, de perdre, etc. Néanmoins, moi, je veux continuer à échanger avec cette IA. Je reviens sur ce que je disais il y a 3 minutes, tu vois. Je suis qui, moi, pour dire c'est une mauvaise chose, vous devriez pas. Tu vois. Donc, pour moi, c'est très important de rappeler ce truc-là, c'est de dire, attendez, moi, je suis pas là pour expliquer aux gens comment ils doivent vivre leur vie. Néanmoins, j'ai l'impression aujourd'hui que il n'y a pas cet éclairage nécessaire. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon livre, c'est de rappeler tout ce qui se joue derrière le simple bonjour ChatGPT. Et donc, si en revanche, tu vois, maintenant que si toutes les lumières sont faites sur ce qui se passe et que l'éclairage est total et que les gens disent non, mais moi je veux quand même faire ça, c'est pas mon choix, mais c'est pas à moi de dire aux gens comment ils doivent vivre. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense que c'est extrêmement important et qui est pas du tout pris en compte aujourd'hui, c'est la dignité des individus. Et notamment des personnes qu'on aura envie de recréer. Alors, pour les lovebots et encore plus pour les deadbots. Par exemple, moi, je peux te garantir que je sais pas, je sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais j'espère qu'au moment où je vais mourir, ce sera inclus dans les, je sais pas, dans les sortes de directives anticipées, etc. Mais je te garantis que je vais interdire, si possible, le fait qu'il y ait des doubles de moi. Je pense que c'est hyper important de passer à autre chose et que, voilà, j'espère que mes enfants et ma femme seront un peu tristes quand même, etc. Mais il n'empêche que j'espère aussi que ils et elles seront capables de passer à autre chose, d'avancer, d'aller de l'avant et de repasser sur d'autres, voilà, vivre de nouvelles aventures, tout ce que tu veux, etc. Donc, je pense qu'il y a un certain respect de la dignité des personnes disparues qui aujourd'hui est profondément bafoué parce que on ramène entre guillemets ces personnes d'entre les morts. Alors évidemment, on les ramène pas vraiment, on se doute bien, mais je pense qu'il y a une dignité qui, selon moi, en tout cas, est complètement bafouée et je pense que c'est extrêmement important. Et de nouveau, ça va être pareil pour les lovebots. Aujourd'hui, là, je disais il y a pas longtemps un article. Apparemment, maintenant, tu peux te créer une sorte de un chatbot genre Ryan Gosling ou un chatbot je sais pas quelle star, etc. pour discuter avec lui ou avec elle. Alors au-delà, de nouveau, la vraie question, au-delà de se dire mais pourquoi est-ce que les gens ont tellement besoin de se donner l'impression qu'ils parlent avec Ryan Gosling, tu vois, sachant que c'est sûr que c'est pas lui, tu vois, mais aussi est-ce que Ryan Gosling a donné son accord pour que on aille chercher des choses de sa part, etc., etc. Bon, alors, j'en sais rien, ce n'est pas un ami proche, mais je serais surpris qu'il ait dit oui, bien sûr, n'hésitez pas, tu vois. Donc, pour moi, il y a toutes ces questions-là de respect de la dignité de la personne qui sont pas du tout prises en compte aujourd'hui. C'est si c'est possible, on fait. Attends, c'est pas comme ça que ça marche la philosophie et l'éthique. C'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Si c'est possible, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'il faut le faire. Et aux dernières nouvelles, pour le moment, c'est plutôt en mode c'est possible, donc on le fait. Et c'est ce qui se passe avec les deadbots notamment. Et moi, je trouve ça assez révoltant qu'on ramène des gens comme ça et d'entre les morts. Mais alors, de nouveau, même si c'est évidemment pas vraiment eux, mais je pense qu'il y a des vraies questions qui doivent se poser. Tout à fait. Une autre partie de ton livre, donc toujours dans le livre Bonjour ChatGPT, tu dis justement lorsque nous tapons Bonjour ChatGPT, ces quelques mots apparaissent comme les premiers d'un nouvel évangile dans lequel la technique tiendrait à la fois le rôle de Messie et de Satan dans une dimension pharmacologique qu'on lui connaît bien. Crier à la catastrophe semble alors bien évident et nécessaire. Est-ce que tu trouves pas que c'est quand même un peu de la panique morale? Est-ce que c'est pas exagéré de crier à la catastrophe parce que quelqu'un dit bonjour ChatGPT? Est-ce que le monde va vraiment vaciller du côté obscur si on écrit bonjour ChatGPT? Non, bien sûr que non. Et je pense que c'est plus effectivement une figure de style que vraiment une catastrophe. Merci. Mais qu'une catastrophe voilà, interplanétaire, c'est certain. Néanmoins, tu vois, je pense aussi que c'est les vraies catastrophes voilà, qui sont causées par l'homme, elles arrivent aussi par une sorte d'effet boule de neige de quelque chose de plus petit qui a démarré. Et moi, là, tu vois, je serais pas du tout surpris. C'est ce que je dis souvent, je le disais dans une interview il y a pas longtemps. Moi, mon vrai cauchemar, c'est, je sais pas si tu as vu le film d'animation Wall-E. Wall-E, pour moi, ça, c'est le cauchemar absolu, en fait. C'est, on était obligé de quitter la Terre parce qu'on en a fait n'importe quoi. On se retrouve tous dans un immense vaisseau, et sur cet immense vaisseau, en fait, on a que des écrans, des divertissements, et sur ce vaisseau, les gens sont juste obèses, dans une sorte de petit chariot avec leurs gros écrans là. Ils en oublient qu'il y a d'autres personnes autour d'eux et autour d'elles. Ça, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Et donc, je pense que notamment, ça commence par
le fait de pas se poser de questions, le fait de pas se dire mais tiens pourquoi est-ce que je dis bonjour à ChatGPT et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, et le fait que si je dis bonjour à ChatGPT, est-ce que ça veut dire que je dis plus bonjour aux différentes personnes que je connais? Oui, non, pourquoi? Voilà, ça je pense que c'est un peu des questions qu'il faut aussi se poser, euh, tout en acceptant, tu vois, c'est ce que je disais, la dimension un peu pharmacologique, même si je suis pas toujours d'accord avec ça, mais certes, il y a un côté Messie, il y a un côté Satan. Je pense que de nouveau, c'est ce que je dis, moi, mon objectif quand les gens ont lu mon livre, c'est pas que les gens n'utilisent plus ChatGPT, ou même qu'ils ne lui disent plus bonjour. Au final, les gens font ce qu'ils veulent. Mais c'est de bien comprendre que dans tout ce qui se passe, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer en fait en parallèle. Et il y a des choses qui sont très bien. Moi, je veux dire, j'utilise ChatGPT régulièrement. Il y a des choses en revanche où je pense qu'il y a moyen de faire mieux. On va dire ça comme ça. Tout à fait. Avant Bonjour ChatGPT, tu as écrit un autre livre qui s'appelle Liker sa servitude, dans lequel tu parles justement un peu de notre relation aux réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses du coup que notre relation aux réseaux sociaux est une relation de servitude? Eh bien, en fait, un peu ce que j'expliquais auparavant, je pense que, donc, tu vois, il y a énormément de choses qui sont faites par les grandes plateformes et je pense qu'il est extrêmement difficile de s'en extraire. Et donc, pour moi, la servitude, c'est pas juste que les gens acceptent d'être soumis à Facebook, etc. Pour moi, la servitude, elle est pas à Facebook. Elle est à une sorte de paradigme dans lequel, en fait, on embrasse le fait que c'est extrêmement confortable de juste se poser et scroller. Tu vois, c'est plutôt dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, il y a une phrase de Simone de Beauvoir que je cite notamment dans le livre, et ce que je trouve très intéressant, elle se demande mais que font les hommes de tout ce temps qu'ils gagnent? Et ben aujourd'hui c'est un peu ça, tu vois, il faut toujours aller vite, il faut toujours faire les choses plus rapidement, plus efficacement, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on gagne? Est-ce que on le passe à lire, à échanger, à peindre, à se promener dans la forêt avec des amis, ou est-ce qu'on scrolle? Tu vois? Et j'ai l'impression aujourd'hui que c'est malheureusement plutôt la deuxième catégorie, c'est, tu vois, on cherche à gagner du temps pour scroller, pour jouer à Candy Crush. Tu vois, eh ben, quel intérêt pour le caricaturer, tu vois, quel intérêt de rouler à 150 sur l'autoroute si les 5 minutes que tu vas gagner, c'est 2 niveaux de Candy Crush, tu vois. Je suis pas certain que il va pas mieux rouler à 110 et être un peu plus relax. Et donc, c'est justement un peu cette approche-là que moi j'ai envie de promouvoir, c'est de dire, mais la servitude, oui, en fait, elle est une sorte de confort, de pas trop se poser de questions. Et je pense que Facebook, notamment, mais c'est le cas pour Instagram, pour TikTok, pour Snapchat, pour Google et pour YouTube aussi dans une certaine mesure, ces plateformes nous offrent le moyen de pas trop nous poser de questions. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a ce moyen-là, bah, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Et je le disais moi-même, autant, alors je pars sur de grosses disciplines personnelles, j'ai quitté Facebook, Instagram, etc. il y a quelques années. Autant, tu l'as probablement vu, je ponce LinkedIn pas pour rire, tu vois. Donc je suis carrément accro à LinkedIn aussi, et je trouve que c'est un très chouette réseau pour plein de raisons là, mais ça reste un réseau sur lequel je passe énormément de temps, alors que je pourrais plutôt échanger avec ma fille, me travailler plus sur tel ou tel truc, lire tel ou tel article supplémentaire. Enfin, tu vois, je veux dire, je suis bien conscient, tu vois, pour revenir sur le côté ni technophobe ni moralisateur, je suis bien content de ma propre addiction et de ma propre servitude au réseau sans aucun doute. Ouais, tout à fait. Et quelque chose qui est très intéressant dans ce livre, c'est que tu reviens du coup assez longuement sur ce que font justement un peu ces grandes plateformes de nos données. Et très honnêtement, tu as été le premier à me donner une réponse que je trouve satisfaisante au truc je n'ai rien à cacher. Tu sais, c'est souvent quelque chose qu'on entend. Et je trouve que les réponses de façon générale, vont dire ah oui, mais peut-être si vous étiez un lanceur d'alerte, vous auriez quelque chose à cacher. Oui, bon, d'accord, ça peut être un bon exemple. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette remarque? Non, pour moi, effectivement, c'est pas juste le fait que tu as peut-être quelque chose à cacher, ça c'est une chose, mais c'est en fait de comprendre tout ce qui se passe derrière. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. C'est pas forcément pour toi directement, c'est derrière ces données-là, en fait, on crée des modèles qui permettent de toujours, là je reprends l'expression de mon professeur de philo qui dit en fait ça te permet de toujours te devancer d'un pas. Et donc en fait, on crée des modèles qui permettent d'anticiper tout ce que tu vas faire, et à partir du moment où on anticipe tout ce que tu vas faire, en fait, on crée en quelque sorte des prophéties autoréalisatrices. Si on est persuadé, tu vois, que d'ici une semaine, tu vas acheter une canne à pêche. Si on te fait que de la promo pour des cannes à pêche et que tu en entends parler partout, tu vas acheter une canne à pêche et on va dire, vous avez vu? On vous avait dit qu'il en a acheté une. En fait, c'est une prophétie complètement autoréalisatrice. Et donc, pour moi, c'est un peu ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où
toutes tes données sont récupérées pour qu'ensuite on puisse toujours te devancer d'un pas. Si on revient, tu vois, sur ce que je disais, pour moi l'important c'est la capacité d'autodétermination, pardon. En fait, bah t'as plus d'autodétermination à partir du moment où on décide toujours pour toi. Et ça, pour moi, ça c'est le véritable risque. Le fait que t'aies pas grand chose à cacher, que peut-être que la NSA va savoir que en fait machin, etc. Voilà, je pense que c'est très bien pour les gens qui font des choses illégales en ligne, mais il n'empêche que j'espère en tout cas que ce n'est qu'une partie infime de la population. Il y a beaucoup de gens en revanche qui n'ont rien à cacher dans ce sens-là, mais qui en revanche méritent, comme tout un chacun, de pouvoir décider pour eux-mêmes et pour elles-mêmes. Et moi, c'est justement ça ce qui m'intéresse beaucoup plus. Oui, puis finalement, c'est aussi un peu quelque chose de privilégié de pouvoir se dire ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a d'autres pays, par exemple, où on sait que, par exemple, Instagram, en fonction de la quantité de temps qu'on va passer sur certaines photos ou certaines autres, lesquelles on va liker, etc., peut détecter, par exemple, l'homosexualité, par exemple, de certaines personnes, avant que eux-mêmes se soient dit à eux-mêmes, ah tiens, je suis homosexuel, ce qui est quand même assez impressionnant. Et du coup, dans des pays, par exemple, dans lesquels l'homosexualité est réprimandée, enfin est vue comme quelque chose de vraiment mal. Enfin, dans nos pays, c'est encore un peu le cas, mais disons qu'il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus le cas. Oui, c'est même Ça peut pénalisé, je veux dire, par la loi, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et ça c'est dans d'autres pays, mais aussi si tout d'un coup, finalement, notre régime politique des pays, disons, européens, occidentaux, venait à changer, à aller plus vers des trucs d'extrême droite ou comme ça, finalement, tout un tas de données personnelles, d'informations qu'on pourrait avoir amassées sur toi pourrait enfin, ce qui serait considéré comme on a eu critique même aujourd'hui pourrait être considéré comme une Bien sûr. catastrophe demain, quoi. Ah bah de façon même beaucoup plus, même dans des pays, tu vois, entre guillemets, dits occidentaux, ou peut-être plus comme effectivement la Suisse, la France ou la Belgique. Là récemment aux États-Unis, il y a, tu vois, où il y a énormément de pays qui sont en train de réduire énormément le droit à l'avortement. Eh bien, il y a des conversations qui ont été réquisitionnées par tel ou tel État et des personnes qui, effectivement, potentiellement, je crois, risquent la prison parce qu'on a réalisé qu'il ou elle avait avorté alors qu'en fait c'était devenu illégal dans leur État, ou ce genre de choses. Ah ouais. Donc non, il y a vraiment des choses qui sont très graves à ce niveau-là, et je pense qu'il faut en avoir conscience. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis en termes de droit, et il suffit parfois, de nouveau, je crois que c'est toujours Simone de Beauvoir qui disait ça, parlait évidemment des libertés pour les femmes, et de dire voilà, mesdames, certes on a acquis certains droits, mais ne baissez jamais votre vigilance, parce qu'il suffira de 2-3 trucs, une pseudo-crise quelque part, ou etc., pour que ces droits soient remis en question et soient remis en danger. Et quand on regarde, effectivement, c'est tout à fait ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut en avoir conscience. Et toujours, du coup, dans ton premier livre, tu dis que finalement notre autonomie est en péril, qu'on assiste en fait à une sorte de grande emprise d'automatisation de nos choix. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer un petit peu en quoi et pourquoi du coup est-ce que ça te semble problématique? Donc l'autonomie, pour moi, c'est un autre terme pour dire autodétermination. Et donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, si on est toujours devancé d'un pas, eh bien effectivement, c'est que nos choix sont automatisés, ils sont un peu passés à la moulinette, et on décide pour nous de voilà, pour caricaturer vraiment, je crois que je dis, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? C'est Uber Eats qui décide. Quel film est-ce que tu vas aller voir demain? C'est Facebook qui va te présenter tel ou tel truc. Avec qui est-ce que tu vas coucher ce soir? C'est Tinder qui va te présenter telle ou telle personne. Enfin, en fait, finalement, tu te retrouves dans un moule où tout est un peu trop facilement décidé pour toi. Et quand on décide pour toi, en fait, ça veut dire que toi, tu décides plus de rien. Et je m'inspire d'un texte que je recommande vraiment à tous tes auditeurs et auditrices, qui est un texte qui est extrêmement d'ailleurs abordable, d'Emmanuel Kant, qui est écrit en 1784, Qu'est-ce que les Lumières? Qu'est-ce que les Lumières? C'est un petit texte qui doit faire une quinzaine de pages, où effectivement il pose la question de qu'est-ce que c'est les Lumières, dont on parlait d'ailleurs beaucoup à l'époque, etc. Rousseau, Voltaire, tutti quanti. Et il dit qu'en fait les Lumières, c'est la capacité d'oser penser par soi-même. C'est d'oser penser par soi-même, sapere aude en latin. Et il dit voilà, ose penser, ose te servir de ton propre entendement. Et alors, notamment à l'époque, une des choses qu'il rejette, c'est l'Église et également, je pense, les tyrans tels qu'ils soient, le système politique. Mais aujourd'hui, ça vaut pour vraiment, je dirais au sens large,
c'est un peu facile de dire ça, mais c'est au sens large du capitalisme. Tu vois, c'est d'être capable d'oser penser par soi-même, malgré la société de consommation, malgré la publicité, malgré les réseaux sociaux qui nous aspirent en quelque sorte. Enfin, voilà, pour moi, c'est cette capacité d'oser penser par soi-même, c'est cette autonomie. Et donc vraiment, c'est ce que Kant met en avant, et je trouve que c'est. Enfin voilà, moi de nouveau, j'ai découvert Kant grâce à mon master en philo. Je pensais jamais que je le lirais. C'est le professeur nous a dit non mais voilà, il y a les 3 critiques de Kant qui sont vraiment 3 bouquins comme ça que j'ai survolés, pas vraiment lus parce que c'est très très dense et difficilement lisible. Il y a en revanche des textes de Kant qui sont beaucoup plus abordables, et c'est le cas notamment de celui-là, et je le trouve très beau, très abordable, très intéressant et très actuel en fait. Vraiment, je te dis 1784. Et pourtant, ça aurait pu être écrit hier. C'est pareil, quoi. Ouais, ouais. Et en quoi tu dirais que finalement cette perte d'autonomie est vraiment un problème? On pourrait se dire finalement que si ça nous permet de gagner du temps, que ça nous rend heureux, il n'y a pas particulièrement de problème. Par exemple, si, pour donner un exemple concret, si je choisis pas mon chemin, mais que je suis le chemin que me conseille le GPS, bah, je peux malgré tout arriver à destination et puis en être très heureux. Oui, alors tout à fait. Et de nouveau, tu vois, pour revenir sur ce que je disais, c'est si effectivement les gens sont vraiment conscients de ça, si les gens disent, et je crois d'ailleurs que je l'écris à un moment dans le bouquin, hein, si les gens disent, bah voilà, en fait, moi, je me rends bien compte que je laisse ma vie aux GAFAM, aux réseaux sociaux, aux grandes entreprises technologiques, et que finalement, je décide plus de rien, mais ça me va parce que je vais gagner du temps, je vais gagner en confort, j'aurai peut-être un peu plus d'argent, etc. Je serai pas libre, mais je suis OK avec ça. Je trouverais ça terrible, mais so be it. Voilà, si les gens ne considèrent pas que leur autonomie et leur autodétermination est une valeur cruciale et cardinale dans leur vie, de nouveau, qui suis-je pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent vivre leur vie? C'est pas à moi de faire ça. Je serais très surpris, effectivement, je serais très intéressé et très curieux de discuter avec ces gens-là pour comprendre les raisonnements derrière, parce que je pense qu'il y a plein de questions qui méritent d'être posées. Et j'ai la croyance, à mon avis un peu naïve, qui est que si jamais on explique aux gens tout ce qui se passe, les gens diront bah non, attends, ma liberté c'est hyper important. Néanmoins, aujourd'hui, les gens, en tout cas, agissent comme si leur liberté n'était pas si importante que ça. Et ça c'est quelque chose qui, en tout cas philosophiquement, m'intéresse beaucoup. Ouais, Mais si les gens disent voilà, moi, écoute, Louis, j'ai lu ton bouquin, j'ai lu d'autres bouquins, je comprends bien tout ce qui se passe, etc. Néanmoins, je choisis bah qu'il en soit ainsi, et j'espère, je leur souhaite le meilleur, vraiment, etc. Moi, je trouverais que leur vie serait terrible, mais de nouveau, c'est pas moi de décider. ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses, souvent on entend justement quand on parle des réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Qu'est-ce que tu penses de cet adage? Je pense qu'il est pas tout à fait exact. Je pense que alors il est intéressant parce que tu vois, c'est d'un point de vue marketing, je dirais ça. Tu vois, je veux dire, c'est une bonne catchphrase, ça sonne bien, les gens la retiennent, ça. Pour moi, c'est pas tout à fait exact parce que il faut bien en fait, ça donne trop d'importance aux êtres humains. En fait, les êtres humains ne sont même pas le produit. Le produit, il faut bien se rappeler comment est-ce que ça fonctionne, les réseaux sociaux, etc. Et le business model derrière, le modèle économique derrière, c'est qu'on utilise vos données. Donc vos données, c'est ça qui est le produit, c'est ça qu'on va vendre ensuite aux annonceurs, notamment pour ensuite orienter vos choix et vous vendre tel ou tel truc dont vous avez absolument besoin, c'est capital. Voilà. Eh ben, si c'est gratuit, ce sont tes données le produit. Et donc pour moi, c'est important que les gens se rendent compte que du coup, on va très bien traiter leurs données parce que s'il faut un beau produit. En revanche, eux, en tant que, je dirais, source de matières premières, on peut dire ça comme ça, tu vois, c'est les sources de matières premières des données. Voilà, tu es l'origine du produit, mais tu n'es pas le produit. Tu es la matière première entre guillemets. Et c'est Bruno Patino, le président d'Arte, qui a cette phrase dans son bouquin La civilisation du poisson rouge. Il dit nous sommes les mines à ciel ouvert dans lesquelles forent les entreprises technologiques ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on est les mines dans lesquelles on va venir chercher de la matière première. Ça peut être du fer, enfin tout ce que tu veux, mais les mines, c'est que t'es même pas et quand tu vois d'ailleurs même si on regarde cette analogie, tu vois, je veux dire, quand tu vois les mines, c'est pas toujours très bien traité. Le produit qui en sort, oui, parce qu'il faut bien le vendre, faut bien s'en occuper, etc., etc. Et c'est un peu la même chose. Tes données, je pense qu'on va faire bien attention. Où est-ce qu'elles sont stockées, comment, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va leur faire, comment est-ce qu'on peut bien les présenter pour que toi, tu n'es pas le produit. Toi, tu n'es pas le produit, on te vend à personne. Et donc souvent, t'es pas considéré comme on pourrait peut-être l'espérer d'un produit. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi un peu comprendre juste
ces petites différences-là, parce qu'en fait, ça explique tout ce qu'il y a derrière. C'est la quête aux données. Mhm. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, ton livre se base vraiment, enfin, a cette particularité justement de dire que il y a cet aspect complice quelque part des personnes. Et elles sont justement à moitié victimes, à moitié complices de cette servitude Mhm. finalement. Et justement, en quoi est-ce qu'on like vraiment notre servitude? On pourrait se dire a priori que voilà, la plupart des gens, si on leur dit qu'on est en servitude, les gens vont pas trouver ça chouette. En quoi est-ce que justement on like cette servitude? Parce que je pense que la grande différence, c'est que autant, tu vois, il y a peut-être en 2010, on pouvait dire qu'on savait pas. Autant aujourd'hui, c'est plus possible. Tu peux pas dire aujourd'hui que tu sais pas. En tout cas, je dirais dans nos sociétés, je dirais dans nos sociétés occidentales, je dirais dans les sociétés, dans le public cible de mon livre. On va dire ça comme ça. Les gens qui lisent mon livre ne peuvent pas dire ah tiens, on savait pas. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois, c'est de comprendre mais pourquoi est-ce que tu sais et pourtant tu es quand même là. Tu vois, et un exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui fume. J'ai jamais entendu un fumeur me dire oh là là, Marlboro, Camel, des bâtards, ils devraient vraiment changer maintenant. Souvent les gens disent bah écoute voilà je fume. Parfois ils disent écoute j'aurais pas dû commencer, c'est une crasse, c'est dégueu, mais voilà écoute maintenant je paye mon addiction. Hein. Mais les gens sont très conscients que bah c'est un peu eux qui ont un peu, je dirais pas failli, mais voilà c'est entre guillemets leur propre faiblesse. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce que je trouve assez marrant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens daubent énormément sur Google et sur Facebook. Oh, ils devraient changer ceci, ils devraient changer cela. Attendez, mais jamais ils vont changer. Les seules raisons pour lesquelles ils vont changer, c'est la loi ou la demande des utilisateurs qui deviendrait extrêmement pressante parce qu'en fait, ils ont besoin de ces utilisateurs-là, comme on disait, ensuite pour avoir des données et vendre des trucs. Enfin, si demain tout le monde quitte Facebook, bon, bah, effectivement, ils se diront peut-être, ah, ok, c'est peut-être parce qu'on a merdé, il faut qu'on change quelque chose. Bon, une chose. Mais, euh, mais je pense que c'est plutôt ce côté-là, c'est qu'en fait, on veut continuer à utiliser ces services-là sans trop se poser de questions et on aimerait bien que quelqu'un quelque part fasse quelque chose. Je fais l'analogie un peu dans le livre, c'est un peu comme le changement climatique, tu vois. Il y a un peu un côté un peu comme dans Don't Look Up, tu vois. C'est juste en mode, t'aimerais bien que quelqu'un quelque part s'en occupe, mais si possible pas toi et pas tout de suite parce que c'est quand même plus confortable. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais, c'est la servitude, c'est pas la servitude à Facebook, c'est la servitude à ce paradigme du confort que t'as pas trop envie de déplacer, etc. Et c'est Mhm. vrai pour énormément de choses. Prenons les taxes. Tout le monde est d'accord que ce serait quand même, bon, une grande partie des gens sont d'accord pour dire que ce serait quand même bien que l'État ait plus d'argent pour pouvoir faire plus de trucs, machin, etc. Puis ensuite on va dire, bah du coup, on va un peu plus taxer les gens. Ah ouais, super. Et du coup, vous aussi. Ah ouais, non, pas moi. Et c'est un peu le même principe. C'est juste que t'aimerais bien que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, mais si possible, pas toi. Et moi, c'est Mhm. ça, c'est cette servitude-là qui m'intéresse beaucoup. Après, le fait qu'on soit accro à Facebook, bon bah, on l'est un peu tous. Et je pense que c'est un problème si ça t'empêche ensuite ton rapport à autrui, etc. Mais ce que je disais exactement un peu plus tôt, c'est mon objectif quand les gens quittent le livre, c'est pas que tout le monde supprime son compte Facebook, delete son compte Instagram, etc. Non, ok, très bien. Vous avez lu le livre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se poser avec quelqu'un autour d'un café, un peu comme on le fait là, peut-être face to face c'est encore mieux, et de se dire, mais attends, c'est quoi moi mon rapport à Facebook? Est-ce que je l'utilise vraiment comme je devrais ou comme je voudrais l'utiliser? Ou est-ce qu'en fait je me laisse embarquer parce que c'est confortable, parce que c'est facile, parce que je me pose pas de questions? Moi, c'est ce Mhm. rapport-là en fait qui m'intéresse. Ouais. Après, comme tu le dis justement, typiquement avec le fait de fumer, l'industrie du tabac, etc. Ces dernières années, enfin ces dernières décennies même, on a vu que la quantité de gens qui fument a vraiment chuté complètement par rapport avant. Et j'ai l'impression que ça s'est beaucoup, enfin ça s'est beaucoup passé par justement intervention des pouvoirs publics là-dedans, l'interdiction de Tout fumer à dans fait. les lieux publics, dans les restaurants, dans les avions, etc. Une énorme campagne de sensibilisation envers les gens aussi. Et du coup, j'ai l'impression que avec les réseaux sociaux, on serait presque obligé de mettre des mesures tout aussi coercitives finalement si on voulait faire ça. Euh, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un individu qui dirait, par exemple, je n'ai pas envie d'avoir un smartphone, je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, mais qui, par exemple, veut monter une petite boulangerie ou j'en sais rien quoi, à quelque part, il est même plus
enfin, il a le choix toujours, mais c'est un choix de ne pas avoir de smartphone, de trucs qui vraiment va te désavantager par rapport aux autres. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que t'es pris à quelque part dans une logique finalement très compliquée à sortir, quoi. Tout à fait. Et je pense que tu vois, justement, si mais tu prends cet exemple-là, il faut, je pense dire, attends, mais je veux pas du tout de technologie, c'est aussi d'un certain côté aller à contresens de l'histoire. Tu vois, moi, aujourd'hui, je connais personne qui dit, moi, je veux vivre sans électricité. Et peut-être qu'au début, les gens disaient, bah attends, il y a des monopoles, électricité, machin, etc. Oui, ok. Mais donc, régulons. Tu vois, et moi, je suis assez d'accord pour que l'État fasse des choses. Mais si on veut que l'État intervienne, il faut voter pour les personnes euh, pour qui c'est quelque chose d'important. Tu Et vois, puis, il faut si en faire jamais un tu votes sujet pour... public, quoi. Exactement, exact. Et donc éduquer les gens, et donc en parler en fait, tout simplement, et avoir des conventions citoyennes, avoir des échanges avec la population pour dire bah tiens là qu'est-ce qui se passe, c'est bien, c'est pas bien, on en parle, etc. Mais et pourquoi pas, je crois que c'était une interview qui était sortie qui disait dans laquelle j'avais dit ce serait super que dans les restaurants t'aies des zones comme t'as des zones non fumeurs, enfin avant maintenant c'est tout non fumeur, mais que t'aies des zones pas de smartphone, tu vois, interdit. Et effectivement il y a rien de plus dramatique que deux personnes qui sont au resto ensemble et les deux sont sur leur smartphone, tu vois. Mais donc pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas ça? Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangerait. Et tu vois, tu vois, c'est d'un certain côté, c'est des trucs qui existent déjà. Si demain tu prends le train et tu veux aller, je sais pas moi, tu veux faire un Paris-Lausanne, bon bah en fait, on va te demander de pas téléphoner dans ton compartiment, mais de le faire effectivement entre deux sur la plateforme entre deux wagons. Bah en fait, je trouve que c'est très bien. Tu vois, et c'est pas coercitif, c'est juste dans une notion du vivre ensemble. Bon bah de base en fait, si jamais t'es en train de négocier je sais pas quoi ou discuter avec ton partenaire, ton ex, tes parents, j'en sais rien. Bon bah en fait de base tu fais pas ça au milieu de tout le monde parce qu'en plus tout le monde au téléphone parle un peu plus fort que ce qu'il parle normalement, donc bah, c'est l'enfer quoi. Bah, Mhm. voilà, pourquoi est-ce qu'on peut pas imaginer des choses comme ça? Enfin tu vois, donc je pense que c'est avant tout une question de volonté politique. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ça, quels sont les choix qu'on va faire, etc. Et c'est pour ça, moi, je vois le truc un peu comme une sorte de triumvirat. Tu vois, t'as certes les plateformes qui doivent prendre en compte certaines choses et idéalement changer certaines choses, même si, comme je le disais, si il n'y a pas d'incitant ni économique ni politique, il n'y a pas grand-chose qui va changer, pardon. Deux, les utilisateurs, euh, en étant tout à fait conscient que ces utilisateurs et les utilisatrices sont accros au réseau, mais il y a quand même des choses qu'on peut changer nous aussi, et juste simplement repenser notre rapport à la technologie, à l'efficience, à la facilité, et se dire attends mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Mais ça nécessite, et ça j'en suis bien conscient. Tu sais, c'est toujours très facile de ma part, tu vois. Je veux dire, moi je suis un mec blanc qui travaille dans le consulting, c'est toujours très facile aussi pour moi de dire aux autres comment est-ce qu'ils doivent faire, tu vois. Mais prendre un peu ce recul et se dire attends mais est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Et puis ensuite, et ça voilà c'est mon idéal démocratique, j'aurais dû vivre en Suisse rien que pour ça, tu vois. C'est d'être capable de dire mais attendez, mais je pense qu'il faut aussi que les pouvoirs publics soient capables de, et c'est d'ailleurs normalement pour ça qu'on vote pour eux, de protéger leur population de certaines choses et donc d'imposer certains trucs. Et c'est pour ça, enfin on reboucle un peu avec ce qu'on disait au début, moi je suis extrêmement à l'aise avec le fait que l'Union européenne impose certaines choses aux plateformes technologiques par le DSA, le DMA, par les AI Act bientôt. Je pense que ce sont des très bons choses, des très bons choix. Mhm. Faut les assumer, c'est pas toujours évident, on va pas toujours être forcément d'accord, tu vois, il faut aussi concevoir en tant que citoyen qu'il y a des choses qui seront plus complexes. Peut-être un dernier exemple, c'est, tu vois, quand le GDPR est sorti, tout le monde dit ah très bien la vie privée, puis ensuite les gens disent ah mais c'est un peu pénible maintenant quand on arrive sur un site, on doit décliner les cookies, machin, tout ça, ça. Oui, bah voilà. T'as une petite partie de la population, des gens comme moi, qui à chaque fois qu'ils arrivent sur un site sont en mode alors où est-ce que je dois aller pour tout désactiver, etc. T'as beaucoup de gens qui sont juste en mode ah oui oui bien sûr. Bon bah si jamais à chaque fois tu cliques sur accept all, bon bah voilà, il faut aussi se rendre compte que bah oui, on va pomper tes données, mais t'as quand même vraiment explicitement dit oui quoi. Donc ça devient compliqué. Voilà. Après, on pourrait demander aussi aux entreprises que le choix par défaut ce soit deny all, tu vois, ce genre de truc. Enfin voilà, il y a aussi des choses en termes de patterns, de ce qu'on appelle les dark patterns, tout ce qui est UX design, etc. qui pourrait être mieux fait. Parfois, il y Souvent, a, le tu vois, j'accepte, il est en beaucoup plus voilà, gros, beaucoup exactement. plus de couleurs, etc. J'allais dire le continuer sans accepter, genre il est un peu caché, il faut aller le trouver, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi il faut changer, mais c'est aussi de la part des consommateurs et des utilisateurs de dire bon bah dans mes comportements il y a des choses qui vont devoir changer, c'est certain. Mhm. Maintenant, il y a même certains sites qui font soit j'accepte tout, soit je paye 2 euros d'abonnement ou quelque chose comme Mais ça. ça, je suis assez à l'aise avec ça aussi, tu vois. Genre typiquement Ouais. Le Monde fait ça, le journal Le Monde. Je suis très à l'aise avec ça. Je pense que effectivement, il faut aussi que les gens se rendent compte que les choses gratuites, en fait, ça n'existe pas dans la vie. Enfin, tu vois, les trucs qui sont 100% gratuits, l'acte gratuit.
à part peut-être toi et ton prochain une fois de temps en temps parce que tu inspiré comme le bon samaritain, tu vas faire quelque chose. Mais la gratuité pure, en fait, ça n'existe pas du tout. Et donc, les gens disent, mais attendez, mais moi j'aimerais bien avoir de l'information de qualité et gratuite. Ben, en fait, tu vis dans quel monde? Enfin, genre, qui va payer les journalistes qui, en fait, en faisant ça, tu demandes un peu en fait que les gens travaillent gratuitement pour ton information. Et là, tout de suite, généralement, quand tu expliques ça aux gens, les gens, ah bah non, pas du tout. Bah ok, bah super, bah à ce moment-là, on va te demander de payer tel ou tel truc. Ça. Après, il pourrait peut-être y avoir des choses plus faciles à faire. Tu pourrais te créer un compte qui serait genre avec plein. Tu vois, moi typiquement, des articles. Je suis pas abonné au Monde et je crois qu'il y a 3 articles par an du Monde qui m'intéressent. Tu vois. Et donc c'est un peu genre, non, je vais pas m'abonner au Monde pour 3 articles par an, même si vraiment je pense que c'est un journal de très grande qualité. Mais je vais pas m'abonner juste pour ça, tu vois, j'ai déjà 3 abonnements à d'autres journaux, je vais pas en prendre 40 non plus. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait pas moyen d'avoir une sorte de sur-plateforme au-dessus qui serait en contact avec tous les journaux, qui te permettrait d'avoir accès, j'en sais rien, mais donc voilà, il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Néanmoins, je pense que il faut aussi bien se rendre compte que, bah, ok, tu veux pas avoir accès? Super, bah du coup débrouille-toi et soit tu donnes tes données et à ce moment-là t'as accès à ce truc-là, soit bah écoute, les gens travaillent pas gratuitement pour toi. Donc moi je suis, enfin en tout cas moi c'est une pratique avec laquelle je suis très à l'aise. Et pourtant je dis pas que ça me fait toujours plaisir. Tu vois, de temps en temps je vois un très bel article du Monde, je me dis oh ça a vraiment l'air d'être très très bien. Et voilà, bah ce sera pas pour cette fois-ci et je vais me débrouiller et puis je trouverai une autre info et puis je me dirai mince, dommage que je sois pas un lecteur du Monde et puis tant pis. Et puis avec un petit peu de chance, moi je suis en Belgique, je suis abonné à un journal qui s'appelle l'Echo, un super quotidien et je me dis voilà, avec un peu de chance, l'Echo va sortir un article similaire qui traite un sujet similaire, mais parfois c'est pas le cas et puis c'est comme ça. Après, ce qui est compliqué avec ça, c'est que du coup, en faisant en sorte, si tu veux, que les réseaux sociaux, par exemple, doivent présenter une option payante qui consiste du coup à ne pas récolter nos données, etc., etc., que certaines personnes pourraient avoir, bah, j'ai l'impression que ça justifie encore plus finalement tout ce qu'ils font à côté, du coup, à toutes les personnes qui vont pas payer, ou ils pourraient faire des trucs encore pires, même en justifiant ça en disant oui, mais finalement, on a proposé le choix à l'utilisateur et il l'a pas fait. Alors que ça peut être des réseaux sociaux qui, je sais pas, même par exemple, sont relativement chers, j'ai l'impression. Les réseaux sociaux qui proposent aujourd'hui des abonnements, en tout cas, sont quand même vraiment chers, j'ai l'impression. Bien sûr, je suis assez d'accord, mais je pars du principe, moi généralement, je trouve que les réseaux sociaux ne devraient pas exister en version non payante, parce que c'est Okay. trop compliqué. En fait, t'as tellement besoin d'éducation, de capter tout ce qui se passe, de comprendre tous les enjeux, etc. Enfin, et puis après c'est extrêmement difficile aussi, donc il y a un peu de ça. Et après je trouve que c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Tu vois, en fait maintenant quand on a connu tous les réseaux sociaux gratuits, revenir en arrière, c'est-à-dire maintenant je vais payer, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est hyper compliqué. Tu vois, moi c'est mon acte politique. C'est, enfin moi comme messagerie j'utilise Signal principalement. Enfin principalement avec les gens qui y sont. Et les 5 personnes avec qui je parle sur Signal sont également des personnes qui sont sur WhatsApp et avec qui parfois je suis dans d'autres groupes sur WhatsApp, etc. Mais voilà, j'utilise Signal plus comme acte citoyen et je paye par mois 5 euros à Signal en mode voilà, il y a moyen de juste être donateur, c'est pas du tout obligatoire. Et voilà, c'est mon acte citoyen de dire voilà, je sais que vous avez probablement besoin de ça pour vivre, vous vendez pas nos données, etc. J'ai décidé de faire ça. Entre nous, c'est quand même un peu couillon. Tu vois, je veux dire, je pourrais avoir le truc gratuitement, etc. Et les gens avec qui je parle sur Signal sont toutes, à l'exception, je crois, de une personne, sur WhatsApp. Donc vraiment, ce serait extrêmement simple pour moi de juste utiliser WhatsApp, mais j'ai la chance de pouvoir me permettre de faire ce genre d'action. Tu vois, on revenait à ce que je te disais avant. Je suis un mec qui travaille dans le conseil en Belgique. Enfin, dans l'ensemble, pour moi, voilà, j'ai la chance de pas avoir été trop discriminé pendant ma vie. Donc, c'est facile aussi pour moi de dire, bah écoute, moi je vais faire ça. Donc, mais je pense que c'est important et je pense que j'ai la chance de le faire et donc je pense que c'est important que je le fasse. Mais c'est certain que revenir en arrière quand tout a été gratuit, c'est extrêmement complexe. Et pourtant, quand tu dis aux gens, mais c'est quand même bizarre que vous ayez un truc gratuit, genre vous vous êtes jamais dit que les gens qui travaillaient là-dessus, ils travaillaient pas bénévolement. Tu vois, et quand tu poses vraiment la question, les gens disent ah bah oui, c'est trop bizarre en fait. Pourquoi c'est gratuit et ça c'est voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est vraiment des questions qui m'intéressent beaucoup.
Et ce que je trouve compliqué aussi, c'est que certaines personnes pourraient se dire, bah finalement, moi je suis très content en fait d'avoir des publicités ciblées, d'avoir des trucs qui me correspondent plutôt que des trucs complètement sortis de nulle part. Donc finalement, j'aurais pas envie de d'avoir un réseau sans pub ou je sais pas quoi. Je suis content de voir différents trucs. Donc ouais, c'est complexe. Ah, Quoi. c'est marrant parce que c'est vraiment la discussion que j'avais avec un de mes promoteurs de thèse quand j'étais effectivement à la fac, quand j'ai présenté effectivement des travaux similaires à ceux-là. Et mon prof qui est un peu plus, voilà, qui est même plus âgé, etc., il me disait, mais attends, mais Louis, mais si le monde me fait une pub pour un livre qu'ensuite j'achète et que je trouve bien, c'est quoi le problème? Et pour moi, en fait, c'était extrêmement compliqué, vraiment, parce que j'étais en mode, mais comment est-ce que je peux faire pour lui expliquer, enfin, lui qui est quand même prof de philo et d'éthique dans une fac, enfin, c'était compliqué. C'était compliqué, et donc pour moi, en fait, j'utilise un peu la même réflexion que ce que j'ai donné là tout à l'heure sur le j'ai rien à cacher. Mhm. C'est oui, ok, t'es content, mais en fait, pour tel bouquin que t'as acheté, en fait, on a surtout toutes ces infos-là. Parce qu'effectivement, si on fait, tu vois, des prophéties autoréalisatrices sur le fait que tu vas acheter Bonjour ChatGPT de Louis Diesbach. Bon, écoute, moi, je suis très content, déjà, d'une, et puis surtout, genre, voilà, c'est un moindre mal. C'est pour un bouquin, etc. Mais en fait, ça commence par ça, et puis ensuite, c'est les gens pour qui tu vas voter. Les scandales comme Cambridge Analytica, on les a vus, c'est quand même compliqué. C'est une énorme polarisation de la société. Tout ce qui est passé, notamment avec QAnon, etc. aux États-Unis, c'est des choses qui, pour moi, ça, d'un seul coup, en fait, ça devient beaucoup, beaucoup plus grave. Et, entre guillemets, malheureusement ou heureusement, tu fais pas l'un sans l'autre. Tu peux pas dire, écoutez, je voudrais les bonnes pubs pour un bon bouquin, mais à côté que les mouvements politiques soient pas au courant de pour qui je vote, comment je vote, etc. etc. Malheureusement, t'as pas l'un sans l'autre. Et donc, Mhm. d'où l'importance de comprendre un peu ça et de permettre ensuite aux utilisateurs et utilisatrices oui, de changer d'approche. Mhm. Et pour conclure cette section, j'aimerais quand même dire donc là il y a une application qui cartonne pas mal, c'est Timu, je sais pas, il y a plein de façons de la prononcer, une application Mhm. de un peu comme Wish comme ça de livraison Ok. chinoise, etc. Et notamment dans cette application, c'est une application qui est extrêmement gamifiée, quoi, dans Ok. laquelle tout est un peu fun, etc. Et tu peux notamment avoir un bon de 100 euros. Généralement, quand tu arrives sur l'application, ils te proposent un bon de 100 euros et dont 60 euros en, en dépenses sur le site et 40 euros direct de virement PayPal sur ton compte, quoi. Et tu dois faire plein de trucs, notamment tu dois partager Timu à plein de tes contacts, etc. Il y a pas mal de conditions, mais tu remplis petit à petit ces conditions et la condition finale, donc ça fait aussi un effet d'engagement, comme ça la personne elle a déjà fait toutes les conditions et tout, donc elle se dit ah bah il me Bien reste un sûr. truc, ok. La condition finale c'est euh, à consentir au partage de la photo, du nom, de l'image, de la voix, des opinions, des déclarations, des informations biographiques et ou de la ville d'origine de l'État à des fins personnelles ou publicitaires dans tous les médias du monde entier, connus ou développés ultérieurement à perpétuité sans autre examen, notification, paiement ou contrepartie. Donc, tu vois, quand tu coches ça, en fait, tu donnes ta vie entière, quoi. C'est Ouais, bien sûr. incroyable. Et donc, c'est très intéressant. Et donc ça, tu vois, ça vaut 40 euros cash. Ouais, Tu vois. Et c'est bah, la vie c'est contre terrible, 40 tu euros. vois. Tu vois, tu me proposerais 40 millions. Bon, on se pose, on en parle. Tu vois. Mm. Pour 40 euros, je me dis, mais c'est fou. Tu vois. Mm. Et en fait, effectivement, D'autant comme tu le dis, le que fait d'avoir vachement gamifié, d'avoir mis comme dernière condition, t'as déjà tout fait, tu dis, bah ouais, allez, clic, bam, bam, mes 40 balles. Oh, mm, c'est fou, tu vois. Et mm, pourtant. Et pourtant, ça veut aussi dire que si jamais ils sont capables de payer, je sais pas combien de personnes vont utiliser ça, mais mettons que t'as 1 million de personnes qui finissent le truc. mm, Tu vois, 1 million fois du coup, au moins 40 euros, mais peut-être 100, ça fait presque 100 millions d'euros, tu vois. Donc mm. ça, c'est le prix qu'ils sont prêts à payer pour avoir accès à tout ça. Plus, comme tu disais, ce qui a déjà été fait avant, etc. Mais donc, ça te donne un peu la valeur du truc, tu vois. Ouais, ouais. Donc je trouve que c'est très très intéressant aussi de se dire, s'ils sont prêts à payer pour ça, c'est que derrière, parce que ça reste des entreprises, tu vois, ils vont pas juste te donner 40 balles parce que t'es sympa, et parce que t'as fait le process jusqu'au bout. C'est qu'à la fin, je pense, tu vois, ils auraient pu faire le même truc pour 50 euros. Tu vois, il y aurait, je pense, si jamais ils mettent 100, ça veut dire que ils récupèrent au moins autant. Ouais. Et ça, c'est chaud.
Ça, c'est Et très chaud. d'autant qu'on voit quand même des technologies de plus en plus puissantes avec ça, notamment au niveau des deepfakes de la voix, de Bien l'image, sûr. etc. Et là, c'est explicitement dit, on a accès à votre Mmh. voix, à votre image, on peut l'utiliser à des Bien fins sûr, publicitaires. Donc, dans le futur, ça pourrait être utilisé pour des c'est applications ça, encore plus délirantes qu'aujourd'hui, quoi. tout à fait. Ouais, Il y aura une pub de nous 2 pour je sais pas quel truc et on sera en mode: «Mais attends, on n'a pas du tout, ah mais si, si, exact, vous avez coché cette case-là en 2024, machin». Tu es en mode: «Ah». c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est clair Il faut faire attention. et c'est un vrai problème. Oui, tout à fait. Finalement, dernière question que je pose à tous les invités. Si tu étais sur une scène avec l'humanité entière face à toi et que tu avais un micro dans la main comme ça que tu pouvais leur faire passer le message de ton choix pendant quelques minutes, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est pas une question évidente. En plus, l'humanité, c'est pas un petit public. Mais tu vois, je reviendrai un peu sur un peu la conclusion qui finalement est un peu la conclusion des 2 livres qui se ressemblent, je pense. C'est de rappeler à tout un chacun de repenser son rapport à la tech et donc de ce que ça veut dire sur son rapport à autrui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'est-ce que notre utilisation de la tech dit de notre rapport à nous-mêmes, à la tech et à autrui. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire un peu avec tout ça. Et donc si jamais effectivement j'avais ce micro, je leur dirais, mais n'oubliez jamais que tout échange texto avec n'importe quelle personne ne vaudra jamais 5 minutes autour d'un café. Et ça paraît tout bête, mais moi j'aimerais que, je dis souvent, je suis pas un révolutionnaire. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va vraiment, tu vois, le point levé, aller dans les manifs et dire qu'il faut changer tout le système, etc. Je pense que c'est pas l'objectif, mais je pense qu'il y a moyen de changer énormément de choses, entre guillemets, un café à la fois. Et si jamais les gens peuvent juste, après la lecture de mon livre, prendre 5 minutes par jour pour se dire, attends, mais là, je pourrais être en train de jouer à Candy Crush, mais à la place, je vais appeler mes parents, prendre un café avec ma meilleure amie, passer 10 minutes pour jouer avec mes enfants, j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, je trouverais ça merveilleux. Hmm. C'est un très beau message, merci beaucoup Louis. Je rappelle aux auditeurs, aux auditrices que du coup tes 2 livres sont disponibles un petit peu partout. Donc Liker sa servitude qui est sorti il y a un petit moment et puis Bonjour ChatGPT qui vient de sortir. Donc Tout à fait. si vous voulez approfondir les discussions de cet épisode, n'hésitez pas. Ouais, j'allais dire que les gens n'hésitent pas à me contacter ou à me suivre sur LinkedIn. Enfin, pour parler du bouquin, je suis toujours dispo, je suis toujours intéressé. Donc si jamais les gens, et même encore plus, si les gens sont pas d'accord et qu'ils ont envie de revenir sur des trucs, bah vraiment, qu'ils et elles n'hésitent pas. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Génial. Bah merci beaucoup Louis en tout cas, merci pour tout. Ben, merci à toi pour l'invitation, en tout cas. À bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.